Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation portant sur les résultats de la vitrine à régie à moindre risque dans la culture de la pomme de terre. Je vais vous présenter les résultats des deux dernières années. Avant de commencer, je vais brûler un petit peu les étapes. Je tiens à remercier vivement mon directeur, M. Pierre Lafontaine, directeur général du Carrefour industriel expérimental de Nanaudière. Et je tiens à remercier mon collègue de travail et agronome Julien Brière qui s'implique énormément dans ce projet-là, que ce soit pendant l'hiver avec les données puis les compilations et pendant toute la saison avec les communications avec les producteurs, les conseillers. Et c'est une aide vraiment précieuse. Donc, pour commencer, je vais donc vous présenter la mise en contexte pour ce projet-là et comment ce projet-là a été pensé. Donc, vous savez que la population est préoccupée évidemment par les aspects environnement. On a parlé de beaucoup des pesticides, de leur effet sur la santé et l'environnement dans les dernières années dans les médias. Avec en plus les changements climatiques, on a des augmentations au niveau de la pression de certains insectes et de maladies. Donc tout ça, c'est à tenir compte. Et on a une problématique évidemment de contamination de l'eau de surface et de l'eau souterraine. Et tout cela est préoccupant, et pas seulement au Québec, mais partout dans le monde évidemment. De plus, la pomme de terre est identifiée comme une culture où il y a un grand nombre d'applications de pesticides. Et le changement est jugé comme étant pas assez rapide au niveau des mentalités et au niveau des stratégies d'intervention qui doivent se faire de façon plus rapide. Donc, le but du projet était de faire connaître aux différentes entreprises productrices de pommes de terre les différentes techniques de gestion intégrée des cultures de façon à produire avec des risques réduits et de façon plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Alors, les objectifs du projet étaient simples. C'est que nous voulions démontrer qu'il était possible de réduire l'utilisation des pesticides à risque élevé. Nous en parlerons après. On va utiliser beaucoup les indices de risque sur la santé et sur l'environnement, les fameux IRS et IRE. Nous voulions sensibiliser également les producteurs et les intervenants sur le terrain, comme les conseillers de clubs agro, de façon différente pour produire et favoriser l'adoption de ces techniques à moyen et à long terme sur les différentes entreprises. Donc, pour ce faire, le ministère de l'Agriculture a ciblé 6 sites, 6 régions où il y a une bonne production, une production importante de pommes de terre, excusez-moi. On a la Naudière, on a la Montérégie, centre du Québec, 2 sites dans la capitale nationale, un à Portneuf et un à l'île d'Orléans, puis un site au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ministère avait ciblé 6 problématiques principales. Les mauvaises herbes, la dartrose, la brûlure active, le mildiou de la pomme de terre, les doryphores et la cicadelle. Évidemment, on ne s'est pas tenu juste à ces 6 problématiques-là. On a également sur le terrain, les différents conseillers ont fait du dépistage par rapport aux altises, aux pyrales, aux pucerons ou encore à des maladies comme la verticilliose. Donc, lors des dépistages, toutes les problématiques nous prenions compte de toutes les problématiques. Alors, comment on réalise maintenant ce projet-là sur le terrain? Bon, on réalise un accompagnement des producteurs et des conseillers, c'est-à-dire qu'on s'assoit avec eux. Là, en ce moment, évidemment, avec la pandémie, on ne s'assoit pas avec grand monde, mais on fait des visios. Pour l'année 2020, c'est ça qui a été fait. Donc, on accompagne les producteurs et on s'oriente vers des choix qui sont plus respectueux de la santé et de l'environnement en fonction des problématiques et du cultivar et de la région où nous travaillons. On essaie de développer des réflexions sur les approches qui pourraient être mises en place sur les différents sites. On regarde s'il y a des alternatives aux pesticides et s'il n'y en a pas, on essaie de considérer les valeurs IRS et IRE des différents produits. Alors, quand on parle d'IRS et d'IRE, dans la diapositive suivante, je vous fais une petite explication de tout ça. Il faut savoir qu'au Québec, on a l'indicateur de risque des pesticides du Québec, qui est un outil d'aide à la décision qui nous permet d'évaluer les indices de risque.
Ces indices de risque sont divisés en deux catégories. L'indice de risque sur la santé et sur l'environnement. Pour ce qui est de l'IRS tient compte des données de toxicité aiguë, c'est-à-dire les doses létales 50%, les concentrations létales, les problèmes d'irritation cutanée, oculaire, les problèmes de sensibilisation également sur la peau, et des effets chroniques des pesticides. Est-ce que les pesticides ont un effet cancérigène? Est-ce qu'ils ont des effets mutagènes? Est-ce qu'ils ont des effets sur le développement des fœtus, sur la reproduction, sur le développement? Est-ce qu'ils ont des effets tératogènes? Au niveau des indices de risque sur l'environnement, là, c'est un indice qui tient compte du potentiel de l'écotoxicologique des produits. Quel est l'impact de ces produits-là sur les abeilles? Donc, on va avoir des calculs de BL50 sur les abeilles, sur les oiseaux, sur les vers de terre, sur les amphibiens. Et autre aspect important dans le calcul de l'indice IRE, c'est le devenir du produit dans l'environnement. Quelle est sa demi-vie dans le sol, dans l'eau? Quelle est sa persistance? Est-ce que c'est un produit qui est bioaccumulable, donc susceptible de s'accumuler dans la chaîne alimentaire? Est-ce que le produit est lessivable? Et est-ce qu'on peut le retrouver facilement dans l'eau? L'objectif, c'est de faciliter le choix des produits et de choisir les produits ayant des indices de risque faibles pour la santé et l'environnement. Voilà. Alors, pour chacun des produits, évidemment, le calcul se fait en fonction de la dose, de la formulation du produit. Il faut savoir qu'évidemment, un produit qui est sous forme de poudre va avoir un indice de risque sur la santé qui est plus élevé qu'un produit sous forme de granules ou sous forme liquide. Le mode d'application, est-ce que c'est un produit, par exemple, qui est appliqué sur le plancton, donc en entrepôt? Si c'est le cas, l'indice de risque sur la santé est plus important que s'il est appliqué dans le sillon. La hauteur de la culture en saison également a un rôle à jouer, en particulier pour la dérive des produits, et le niveau d'exposition également. Bon, le niveau d'exposition, c'est un petit peu, ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est au niveau de l'application, par exemple le sillon versus le plancton. Donc, on obtient un chiffre qui est associé, qui est un chiffre IRS et IRE qui est associé aux différents produits. Et au Québec, on a un outil qui est formidable, c'est Sage Pesticides. Grâce à Sage Pesticides, on peut retrouver pour chacun des produits homologués au Canada les indices de risque sur la santé et sur l'environnement. Donc, quand vous allez sur Sage Pesticides, il y a un onglet calcul de risque. Vous rentrez la culture, vous rentrez les paramètres, c'est-à-dire le mode d'application. Est-ce que vous appliquez de façon foliaire? Est-ce que vous appliquez dans le sillon? Vous choisissez le produit, la dose, puis vous avez les indices de risque qui sortent pour chacun des produits. Cet indice pour l'IRS varie entre 1 et 200 et 2420. Ça veut dire que parmi les produits qui sont homologués au Canada, le produit qui a l'IRS le plus élevé est à 2420. D'accord? Et pour l'IRE, ça va de 1 à 960. Donc, le produit qui a le risque sur l'environnement le plus élevé pour une application est de 961. Bon, tout ça, c'est très complexe. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais je vous présente un petit peu la façon, les outils avec lesquels nous avons travaillé. Donc, quelle est la méthodologie? Nous voulons comparer la régie à moindre risque avec la régie habituelle du producteur. L'idée, c'est de mettre en place c'est de responsabiliser le producteur, puis de travailler avec lui sur la mise en place des différentes stratégies. Et on veut que ça reste simple et accessible. Okay? Donc, on travaille avec des outils qui sont déjà existants. On n'invente rien, on ne teste rien. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et on veut faire la démonstration qu'il est possible de produire la même quantité, la même qualité, à un prix raisonnable ou même moindre que la régie habituelle du producteur. Et à terme, ce que l'on veut, c'est sensibiliser l'ensemble du secteur à utiliser des stratégies à moindre risque pour que ces stratégies, finalement, rentrent dans les habitudes de production des producteurs. Donc, au niveau de la démarche adoptée, j'en ai parlé un petit peu. Je vais passer rapidement le tableau, ce tableau qui nous présente finalement les composantes de la mise en œuvre de la gestion intégrée
Pour mettre en place une gestion intégrée, il faut évidemment connaître les ennemis que l'on veut combattre. C'est un petit peu comme le virus. Pour travailler contre la COVID-19, il faut savoir comment le virus se développe, comment il se transmet, tout ça. Pour la phytoprotection, c'est pareil. Il faut connaître le ravageur ou son cycle. Ensuite, quand on le connaît, on peut mettre en place des mesures prophylactiques. Choisir un site qui est bien adapté, choisir des cultivars adaptés, les périodes de semis. Ensuite, au champ, on met en place des méthodes de dépistage, des échantillonnages, on utilise des seuils, des modèles prévisionnels. Puis ensuite, en fonction des résultats, on détermine si on fait une lutte mécanique, biologique ou chimique, en essayant de privilégier le plus possible, évidemment, des méthodes à moindre risque. Puis ensuite, on fait, à l'étape 5, on fait l'évaluation des résultats qui ont été obtenus. Je vous rassure, tout ça, c'est très complexe, évidemment, mais on ne vise pas à changer toutes les habitudes puis à tout faire en même temps dans un projet et sur un site. Il y a des producteurs chez qui on a décidé qu'il y avait des sections, des portions de lutte qui n'étaient pas qu'on ne changerait pas la première année. Donc, on a travaillé sur d'autres aspects. Ce qui nous mène à la diapositive suivante. C'est qu'au niveau de la méthodologie, on a divisé, c'est très simple, on a divisé un grand champ de plusieurs hectares en 2 sections. Une section qui correspond à la régie habituelle du producteur et une section qui correspond à la régie à moindre risque. Okay. Donc, on a établi des stratégies en discutant avec le producteur et le conseiller. Donc, c'est très important, puis je l'ai mis en rouge, c'est que rien n'est imposé. D'accord. On a vraiment des discussions ouvertes avec les producteurs et les conseillers sur ce que l'on pense qui pourrait être fait, puis on tient compte de la réalité du producteur, c'est-à-dire son marché, son cultivar, la durée de production, les risques de maladie sur tel champ ou dans telle région. Puis si le producteur n'est pas à l'aise pour n'importe quelle raison que ce soit, on passe à une autre problématique puis on n'impose rien. Donc ça, c'est vraiment important. On fait ça dans le respect, puis on appuie aussi nos recommandations sur des bases scientifiques. On établit la stratégie d'accompagnement appropriée, ça je l'ai dit. Donc, on fait des préparations de saison au courant de l'hiver et au courant du printemps avant les plantations. Au courant de la saison, on fait évidemment le conseiller qui nous accompagne, qui accompagne le producteur sur le terrain, va faire les dépistages, puis va rendre compte des dépistages et des problématiques rencontrées de façon hebdomadaire au producteur puis à ciel. Ensuite, nous discutons des stratégies que nous pouvons mettre en place pour les semaines à venir. On évalue les rendements et la qualité des tubercules. Alors, on évalue les rendements sur un nombre de points précis, entre 6 et 12 points de 10 pieds de long pour chacune des stations dans chacune des sections. Puis, on va on va garder des tubercules que l'on va évaluer en post-récolte, puis 20 semaines après l'entreposage en chambre froide pour voir si la qualité des tubercules est restée bonne et comparable entre les 2 sections, pour vraiment voir si on ne crée pas de problèmes phytosanitaires en entreposage. Ça, c'est très important. Enfin, on compile les données économiques et les données IRS-IRE. Avant de passer trop vite, je tiens à dire que ce projet-là aussi, on ne le base pas que sur des réductions de risques, on veut également que ça soit viable économiquement, d'accord? Donc, on tient compte dans nos recommandations de la réalité des coûts des molécules. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et aspect très, très important, c'est que le projet ne vise pas ce n'est pas un projet de recherche, c'est un projet de démonstration. On ne fait pas d'expérience dans le champ, on ne teste pas des choses dont les résultats sont inconnus, on ne travaille qu'avec des méthodes qui sont éprouvées. Voilà. Donc, les approches mises de l'avant, par exemple, en mesure prophylactique, évidemment, utiliser des plantons de bonne qualité, faire des dépistages. Pour ce qui est utiliser des seuils d'intervention, en particulier dans la cicadelle de la pomme de terre. Actuellement, on a des seuils qui sont préliminaires, qui ont été développés grâce aux travaux que nous réalisons depuis plusieurs années, pas loin de 5 ans.
on en est arrivé à un seuil préliminaire qui semble assez solide, 25 captures de cicadelles adultes par semaine et par piège. On va utiliser également au niveau phytosanitaire, au niveau des fongicides, le modèle prévisionnel Mileos, dont vous avez certainement entendu parler. Modèle prévisionnel pour le milieu de la pomme de terre qui nous permet vraiment de voir le risque de développement de la maladie en temps réel. Et évidemment, on base nos choix en fonction, comme je l'ai dit, des valeurs IRS, IRE des produits et aussi de leur coût. OK. Donc, par exemple, pour les herbicides, le projet était basé sur la tentative d'éliminer ou de réduire l'usage du lignuron. Lignuron, pourquoi on s'attaque au lignuron? Mais vous le savez probablement, même si le lignuron vient d'obtenir sa prolongation d'homologation au Canada, c'est un produit qui a un profil sur la santé qui est très mauvais. Son IRS est de 1280 à peu près, excusez-moi là, pour les quelques unités si je me trompe, aux alentours de 1280 je pense. Donc si on est capable de remplacer l'usage de ce produit-là par Bondari qui contient de la métribuzine et du S-métolachlore avec un complément de métribuzine comme avec du Tricor, on va passer de 1250, 1280 à 300, 350 d'IRS. Donc, vous comprenez qu'on fait des gains qui sont très, très importants. Au niveau des insecticides, c'est pareil. On utilise des seuils d'intervention pour être capable de réduire nos applications contre la cicadelle. Et ça marche. Ça a marché sur bon nombre de sites où les applications ont été fortement réduites. Le reste, j'en ai déjà parlé, donc on peut passer à la diapo suivante. J'ai déjà parlé des IRS, IRE, puis des coûts dont on tient compte. Et au niveau des fongicides, on essaye de travailler à réduire ou à éliminer les traitements systématiques qui sont faits contre la dartrose. Pourquoi? Parce que les travaux que nous avons réalisés chez Ciel et qui corroborent aussi les résultats obtenus un petit peu partout dans le monde montrent que les applications de fongicides contre cette maladie-là ont une efficacité très variable et souvent très limitée. Donc, on se pose sincèrement la question, puis on pense qu'avec les projets de recherche que nous avons assez de données pour pouvoir dire que les traitements contre la dartrose, ça ne vaut pas nécessairement le coup, sauf dans certains marchés bien spécifiques. On veut retarder également les débuts des applications contre la brûlurative. Alors, la brûlurative, encore une fois, c'est basé sur des résultats de recherche faits au Québec puis ailleurs dans le monde. La brûlurative, c'est une maladie principalement physiologique. Donc, il y a 3 phases de développement importantes pour cette maladie-là. Jusqu'à la floraison, jusqu'au début de la floraison, la culture était insensible ou pratiquement insensible à la maladie, donc la protection est inutile. Pendant la période de floraison, la plante est modérément sensible et c'est là qu'il faut commencer la phytoprotection. Et après la floraison, la plante est fortement sensible et là, il faut une protection fongicide qui est optimale. Donc, nous, on part sur le principe qu'avec ces résultats-là, il ne sert à rien de commencer à traiter quand les plants ont 15 ou 20 cm de hauteur. Et ceux qui, peut-être, sont en train de sourciller, je peux vous garantir qu'il y a un bon nombre de producteurs qui déjà utilisent cette façon de travailler-là et que ça marche très bien. Dans le milieu de la pomme de terre, on utilise le modèle Mileos pour prévoir les périodes de risque. Alors, c'est intéressant pour le producteur de savoir si dans une période où, où les risques sont importants de milieu ou si on va être dans l'obligation de traiter dans les prochains jours. Évidemment, on fait des dépistages de façon importante, 1 à 2 fois par semaine, dépendamment de la pression des ravageurs. Je l'ai dit, on base nos choix sur les valeurs IRS, IRE des produits et sur leur coût. Et on va privilégier aussi l'utilisation de produits systémiques translaminaires à la place de produits uniquement de contact, parce qu'encore une fois, les travaux réalisés au Québec et ailleurs dans le monde montrent que l'usage de produits systémiques ou quasi-systémiques translaminaires ont une efficacité supérieure et qu'on a des rendements qui sont meilleurs et que les coûts qui sont engendrés par ces produits qui sont plus dispendieux que du chlorothalonil, par exemple, donc du Bravo ou du Mancozeb, bien pourraient être contrecarrés en partie par une augmentation des intervalles dans les traitements. Puis, encore une fois, on a des producteurs, autant dans la vitrine que dans d'autres projets de recherche, qui ne font pas plus que 4 à 5
fongicides par saison. Et ça compte la brûlure, la dartrose, puis le mildiou. Puis ces producteurs, croyez-moi, ont de très bons rendements et une très bonne récolte de qualité également. Donc, ça, je l'ai dit, donc on augmente, on souhaite, si c'est faisable, augmenter les intervalles entre les traitements. À la diapositive suivante, je vais commencer donc à vous présenter les résultats. Alors, je tiens à vous mettre en garde un petit peu. Il y a beaucoup de chiffres. Alors, je vais essayer de ne pas être trop plate, puis de rendre ça dynamique, mais la nature du projet fait en sorte que ce sont des chiffres. D'accord ? Donc, au niveau de l'anodière, on a mis en place la vitrine en 2019 et en 2020 sur 7,7 hectares et 7 hectares respectivement, donc des superficies qui sont intéressantes pour pouvoir comparer les deux sections entre elles. Et c'était dans un cultivar de croustilles. Globalement, au niveau des IRS et des IRE, on a obtenu des diminutions importantes. Si Mélissa, tu veux faire circuler, voilà, excusez-nous. Au niveau des différents IRS, donc on a réduit notre indice de risque sur la santé de 45% en 2019 et de 67% en 2020. Et l'IRE a diminué de 6,8 à 37%. Donc, c'est des gains qui ont été très importants. Et ça, c'est vraiment l'indice global qui part du début de la plantation jusqu'à la récolte. Plus tard, je vous décortiquerai ces chiffres-là. Au niveau des rendements, on a obtenu des rendements qui sont très similaires entre les deux sections, plus 2,7 en 2019 et 1,6 de baisse en 2020. Alors, il convient de montrer que ces différences de rendement-là ne sont pas statistiquement différentes. On a soumis les données à des analyses statistiques et il n'y a pas de différence. D'accord ? Au niveau des coûts des pesticides, en 2019, on a eu une petite augmentation de 5% des coûts, alors qu'en 2020, on a réussi à réduire ces coûts de 12%, ce qui est quand même très intéressant. En termes de nombre de passages, on a réduit nos passages de 7% en 2019 et de 9% en 2020. Puis le nombre de pesticides utilisés a été réduit de 21 et 24% respectivement. Donc pour l'anodière, de très beaux résultats. Si je vous présente le second site maintenant à Montérégie, avec 2 hectares et demi en 2019 et 4,86 en 2020, avec des cultivars de table. On a également fait des gains en matière d'IRS et d'IRE, des gains surtout en matière d'IRS, devrais-je dire. On a réduit notre IRS de près de 60% durant les 2 premières années. Et l'IRE, lui, a augmenté un petit peu de 3,7 et de 17,5%. Alors oui, en termes de pourcentage, ça a l'air important. Je vais vous remettre ça un petit peu en contexte. C'est important pour que vous compreniez les chiffres qui vont venir par la suite. C'est que quand on remplace des produits, il est difficile de faire des gains en matière d'IRS, mais aussi d'IRE. Souvent, les produits qui ont un IRS important ont un IRE qui est faible. Donc, dans le cas, par exemple, du mancozeb qu'on va remplacer, le mancozeb a un IRS qui est élevé et un IRE qui est très bas, aux alentours de 9. Donc, c'est très faible. Et quand on remplace par un produit qui fait réduire l'IRS, on a malheureusement un IRE qui est plus élevé. Puis ça, c'est logique, ce n'est pas difficile de faire plus qu'un indice de 9. Donc, ce sont des augmentations de 17,5%, mais c'est une augmentation de 17,5% d'un chiffre qui est déjà très faible. Donc, ça ne représente pas beaucoup. En matière de rendement, vous le voyez, des rendements très similaires, puis il y a eu plus 6,2% en 2020. Et ça ne veut pas dire que dans la vitrine, il y a eu plus de rendement en raison de la régie qui a été différente. C'est en raison de la variabilité naturelle du terrain. Au niveau des coûts, alors là, au niveau des coûts, encore une fois, ça a l'air, ne sursautez pas, vous allez dire oui, plus 12,6 et plus 21,5%. Alors, si on le remet en contexte, encore une fois, c'est que ce producteur-là a déjà une régie, il travaille déjà avec des régies à moindre risque, où il diminue beaucoup ses traitements. Donc,
son coût global est relativement faible. Donc, les quelques produits qu'il a fallu changer dans sa régie, ben, ça a nécessairement fait augmenter les coûts. Mais ce ne sont pas des augmentations de 21% de $1 million, ce sont des augmentations de 21% de quelques centaines de dollars à l'hectare. Donc, ça reste soutenable pour le producteur. En termes de oui, je voulais effectivement, pour le coût des pesticides, l'augmentation en 2019 de 12,6%. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses moins 12,6%? C'est parce que sur dans cette région-là, en 2019, on avait remplacé les néonicotinoïdes, donc Actara ou Titan, appliqués sur le planton dans le sillon, par du Verimark. Pourquoi on a fait ça? Puis on a fait ça sur pas mal tous les sites en 2019. C'est que vous savez que les néonicotinoïdes sont dans les collimateurs du gouvernement. Et donc, on cherche à les remplacer. Ça vous prend des prescriptions agronomiques pour pouvoir les appliquer au printemps. Donc, on s'était dit, si on supprime ces produits-là, on va être capable de travailler. On pourrait travailler avec un produit comme du Verimark, qui est un groupe 28. Pas besoin de prescription, IRS beaucoup plus faible. Mais le hic, c'est que ce produit-là coûte 2 fois et demi plus cher qu'un Actara ou qu'un Titan. Donc, on a fait la simulation. Si on n'avait pas utilisé de Verimark dans le sillon, eh bien, on aurait eu un gain financier de 12,6%. Voilà. Et en 2020, les augmentations sont dues principalement aux fongicides. On a réduit le nombre de passages, comme vous le voyez, de 12 et 16% et le nombre de molécules utilisées entre 14 et 25%. Voilà. Au lac Saint-Jean, maintenant, le producteur a vraiment décidé d'y aller fort et il n'a pas eu peur d'utiliser une grande surface pour mettre en place la vitrine avec un petit peu plus de 24 hectares avec de la Gold Rush. Alors, chez ce producteur-là, on a fait également des gains intéressants en matière d'indice de risque sur la santé. On a réduit d'à peu près, si la diapositive, on est capable de la mettre, oui, c'est ça. Merci Mélissa. Les différences en termes d'IRS, on a fait des gains qui ont été très importants, 39% et 53% quasiment en 2020. Et pour la même raison, une petite augmentation au niveau de l'IRE en raison de l'usage du Verimark dans le sillon en 2019. Puis, en 2020, on a été quand même capable de gagner sur les deux tableaux. Donc, il faut savoir qu'évidemment, en 2019, c'était la première année du projet. Donc, il y a des éléments qui ont été un petit peu moins bien maîtrisés, comme les coûts ou les IRE. Et c'est un élément qu'on a rectifié en 2020. Au niveau des rendements, maintenant, vous voyez qu'au niveau des rendements, toujours aucun changement. Beau rendement. Je tiens à préciser également que sur tous les sites, il était impossible à l'œil nu de dire que telle ou telle section, c'était la vitrine ou c'était la section producteur. Donc, on a un aspect sanitaire qui était tout à fait similaire et des rendements similaires, puis une qualité en post-récolte et post-entreposage similaire, aucun problème à l'entreposage. Au niveau du coût des pesticides, là, on a en 2019, en raison de l'usage du Verimark et de plusieurs fongicides dont on n'avait pas bien calculé les impacts sur les coûts, ça a fait fortement monter. Mais on a corrigé en 2020, puis vous voyez qu'en 2020, on a eu un bon contrôle, puis la régie à moindre risque n'a coûté que 2% de plus que la régie habituelle du producteur. Au niveau du nombre de passages, pour tout un tas de raisons, je ne rentrerai pas dans le détail parce que sinon ça devient trop complexe. On a eu un nombre d'applications qui était un petit peu supérieur. En 2019, le Verimark n'a pas aussi bien fonctionné que l'Actara et le Titan, où la zone était plus exposée au Doryphore. Donc, il y a eu une application supplémentaire au niveau du Doryphore puis au niveau de la cicadelle. En 2020, ce nombre de passages a été très, très limité. Puis au niveau des pesticides utilisés, ça a été très, très stable. Voilà. Ensuite, l'autre site, maintenant, si on passe sur l'autre site qui est dans le centre du Québec, on a mis en place entre 8 hectares et 8 hectares et demi dans la vitrine avec un cultivar de table comme Gold Rush en 2019 et de la Viking Transformation en 2020.
Sur ce site-là, c'est vraiment, vraiment excellent ce qu'on a obtenu. Les 2 années IRS et IRE en forte diminution, 32 à 72% pour l'IRS, 32 à 58%, 57% pour l'IRE. Les rendements, maintenant, ont été également très bons. Là, je vais vous mettre en contexte. En 2019, il y a eu une baisse de 9,5%, puis c'est dû à un problème de terrain. Même si on essaye d'avoir des parcelles qui sont le plus homogènes possible, ce n'est pas toujours possible. Puis le producteur nous a dit que dans la zone où il y avait la vitrine, habituellement, il avait toujours des rendements moindres. Donc, c'est vraiment un effet de terrain et pas un effet de régie phytosanitaire. En 2020, rendement très similaire aussi, moins 2,7, mais au niveau statistique, ça ne sort pas différent. Au niveau des coûts des pesticides, en 2019, en raison du Verimark, augmentation de 15,5% du coût, mais si on avait gardé la régie habituelle avec un Actara, le producteur aurait fait un gain de 12,5%. Okay, donc, c'est vraiment ces chiffres, ces augmentations-là, c'est vraiment en raison du Verimark. Puis en 2020, on a supprimé l'usage du Verimark dans nos essais pardon, parce qu'on s'apercevait que le bénéfice-coût de ce produit-là n'était pas assez intéressant et que ça représentait un surcoût qui était trop difficile à supporter pour les producteurs. En 2020, moins 29% dans le coût de production pour le producteur dans la régie vitrine, sans aucun impact sur les rendements et sur la qualité. D'accord ? Donc, très, très important à retenir. On a réduit le nombre de passages entre 12,5% et 25%, puis le nombre de molécules utilisées entre 40 et 55%. Donc, et c'est un site, au centre du Québec, c'était un site également où il y a eu de gros gains en matière de réduction d'application d'insecticides contre la cicadelle. Dans Portneuf, on a eu également des superficies intéressantes qui nous ont permis de voir de ne pas voir de différence finalement entre la section témoin et la section vitrine, avec près de 6% en 2019 et 7% en 2020. Encore là, on a fait des gains intéressants avec 27 à 16% de réduction au niveau de l'IRS et IRE 11 à 21% de réduction. Au niveau des rendements, vous voyez, ben là, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop sauter rapidement aux conclusions quand on voit qu'il y a des petites pertes de rendement, parce que vous voyez sur ce site-là, on a entre plus 1 et plus 10,6% de rendement. Et évidemment, encore une fois, ce n'est pas dû à la régie vitrine, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de rendement dans la zone vitrine, c'est tout simplement une variabilité naturelle dans le terrain. Au niveau des coûts, encore une fois, en raison du Verimark en 2019, on aurait eu une augmentation de 18,5% des coûts. Mais si on n'avait pas utilisé Verimark, c'était moins 5%. Et en 2020, où on n'a pas utilisé Verimark, on a fait près de 10% de réduction des coûts, sans compromis sur la qualité et le rendement. Nombre de passages très similaires entre les deux sections. Puis, idem, on a réduit un petit peu la quantité de molécules utilisées dans la vitrine de 10% en 2020. Dans la capitale nationale, maintenant, 4 hectares, à peu près 4 hectares utilisés, donc des superficies tout à fait intéressantes dans le cultivar, avec le cultivar Mystère, qui est un cultivar au croustille. Réduction très importante au niveau des IRS et des IRE, je ne décortiquerai pas. Au niveau des rendements commercialisables, on a fait des gains aussi, on n'a pas fait de gains au niveau mais on n'a pas fait de pertes. Encore une fois, le 10,8% que vous notez en 2019, c'est dû à un effet de terrain. Il y a une partie du champ qui était en bordure d'un boisé. Et sur ce site-là, la neige, la glace a fondu de façon vraiment beaucoup plus tardive par rapport au reste du champ où était situé le témoin producteur. Et ça a vraiment eu une influence sur les rendements. D'accord ? En 2020, les analyses stats ont montré qu'il n'y en avait pas de différence statistique au niveau des rendements. Et au niveau des coûts, c'est très intéressant. En 2019, on a eu un bon contrôle des coûts parce qu'on n'a pas utilisé de Verimark sur ce site-là. Le producteur n'a pas traité, en fait, dans le sillon. Sa pression de dorifort et sa pression, en fait, d'insectes est faible. Donc, chez lui, c'est réalisable de ne pas traiter dans le sillon. Et en 2020, on a réduit nos coûts de 10%, encore une fois. Donc, ça vous montre que, oui, on peut produire de façon raisonnée,
Et on peut le faire aussi de façon économiquement rentable. Nombre de passages très similaires avec une application en moins en 2020 et le nombre de molécules également a été réduit. Donc, avant de passer, alors là, je vais rapidement vous présenter, puis courage, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais avant, ce que je vais faire, c'est que les chiffres que je vais vous présenter, je vais les décortiquer par catégorie, c'est-à-dire traitement dans le sillon sur le planton, herbicides, insecticides foliaires, fongicides foliaires et défanants. Avant de commencer, on s'est posé la question, on s'est dit, OK, avec ces résultats-là, on va être capable de déterminer quels sont les secteurs où il y a le plus de gains à faire. D'accord? On s'est aperçu qu'en compilant les résultats des 2 dernières années, au niveau des plantons, des traitements dans le sillon, disons à la plantation, insecticides et fongicides, le poids total de l'IRS le poids total de l'IRS pour les traitements à la plantation par rapport au total récolté en fin de saison, c'était entre 2 et 28%. D'accord? Donc, il y a quand même des gains qui sont intéressants. Au niveau des herbicides, là, c'est intéressant. Au niveau des herbicides, il y a des gros gains en raison de l'usage du lignuron, qui, vous vous souvenez, a un IRS qui est très élevé. Donc, si on est capable de remplacer le lignuron par une autre molécule, on va être capable de diminuer notre IRS de façon très importante. Et l'IRS des herbicides constitue un poids de 10 à 50% du poids total au niveau de l'IRS. Alors 9%, pourquoi ce chiffre, ça varie autant? C'est parce qu'on a un producteur dans la vitrine qui n'utilise pas de l'Orox. Pourquoi? Parce que son type de sol ne se prête pas à des traitements de pré-émergence. Comme ça, c'est de la terre noire, donc il n'utilise pas ce genre de produit. Donc pour lui, évidemment, il n'y a pas un impact. Le poids est beaucoup plus faible au niveau de l'IRS. Chez la plupart des producteurs, ça varie entre 30 et 50%. Donc, un simple changement au niveau du ligneron va nous permettre vraiment de réduire beaucoup nos risques. Au niveau des insecticides foliaires, le poids n'est pas énorme. Ça représentait entre 0 et 11%. Les fongicides, par contre, c'est un secteur dans lequel on peut faire des gains qui sont vraiment, vraiment importants en réduisant l'usage de produits de contact comme mancozeb ou chlorothalonil. Bon, je sais que le Bravo n'est quasiment plus utilisé, donc on va se concentrer sur le mancozeb. Mais pour les fongicides, le poids total des fongicides foliaires sur l'IRS est de 24 à 82%. D'accord? Donc des gros gains si on travaille sur ce secteur-là de phytoprotection. Et au niveau des défanants, ça va de 0 à 9%. Pour l'IRE, en passant rapidement, IRE pour les traitements à la plantation, c'est de 16 à 45%. Donc, c'est important aussi. Au niveau des herbicides, 13 à 36%. Les insecticides, ça dépend, c'est très variable. S'il y a des producteurs qui n'ont pas beaucoup de pression, il y a des producteurs qui ne traiteront pas au niveau foliaire. Donc, ça varie entre 0 et 38%. 38%, c'est ceux qui vont appliquer 1 à 2 fois contre le Doryphore, puis plusieurs fois contre la cicadelle. Au niveau des fongicides, le poids de l'IRE des fongicides foliaires, c'est 6 à 32% de l'IRE total. Et encore une fois, pour le défanant, c'est entre 0 et 25%. Pourquoi 0? Parce qu'il y a des producteurs qui n'ont pas appliqué, de défanant. Alors, le temps passe, donc il faut que j'accélère. Je suis désolé. Au niveau des IRS foliaires dans l'anodière, au niveau des IRS herbicides, vous voyez qu'on a fait des gros gains en remplaçant le lignuron. 80 à 56%, dépendamment qu'on soit dans l'IRS ou dans l'IRE. Au niveau des insecticides foliaires, on a fait également des gros gains en 2020, vous le voyez. Puis au niveau des fongicides, là c'est difficile au niveau des fongicides. Vous vous souvenez que plus tôt, j'avais dit que quand on faisait un gain IRS, on faisait une augmentation au niveau de l'IRE. Ça, c'est un problème. Par contre, on met en perspective une diminution de 28% d'un IRS de 2208, on fait 600 unités de gain. Si on fait un IRE, on a eu une augmentation de 51%, mais attention, c'est une augmentation d'un chiffre qui est très faible, 328 total, donc c'est acceptable. Donc on fait vraiment des gains en remplaçant les traitements de contact. Et vous voyez qu'en 2020, on a été capable de corriger un petit peu la situation avec d'autres choix de produits. On a fait des gains qui sont très substantiels. Au niveau des défanants,
aucun gain parce qu'on n'a pas vraiment de solution de remplacement au diquat. Si on passe maintenant au niveau de la Montérégie, encore une fois, des gains très importants en termes de réduction de traitement dans le sillon et sur le planton. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé des traitements fongicides. Puis en 2019, on avait mis du Verimark à la place des néonicotinoïdes. D'accord? Donc, je vais passer assez vite. Je ne vais pas vous détailler le pourquoi du comment on a eu des réductions ou pas dans certains secteurs, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais en 2019, pourquoi une augmentation de 116% à Montérégie? Tout simplement parce qu'il y a eu une erreur à l'application au niveau du traitement insecticide et on n'a pas eu l'efficacité escomptée. Ça, c'est une erreur d'application. Ça n'a aucun rapport avec le projet vitrine. D'accord? Donc, j'en parlerai pas. Au niveau des fongicides, encore une fois, vous voyez des baisses d'IRS très, très significatifs. Et au niveau de l'IRE, oui, les pourcentages semblent importants, mais regardez les unités. On parle d'une augmentation de 49 dans la zone producteur pour atteindre 183 dans la zone vitrine. Et je vous rappelle que pour un produit, l'échelle va jusqu'à 984, je pense. Au niveau des défanants, 100% de réduction en 2019 parce que le producteur n'a pas utilisé de défanant tout simplement. Et en 2020, il n'y a pas eu de gain parce qu'il a mis du diquat partout. Centre du Québec, idem, on a fait des excellents gains en remplaçant les produits les plus toxiques au niveau du planton et au niveau du sillon, pardon. En 2019, au niveau des herbicides, il n'y avait pas eu de changement, il y avait eu la même régie de culture. Le producteur avait dit qu'il préférait garder la même régie dans l'autre section, dans la section vitrine. C'est ce que l'on a fait. Et en 2020, on a eu des réductions également très, très significatives. Au niveau des insecticides, sur ce site, j'attire votre œil, là, on a eu des réductions qui sont remarquables. 98 à 82% pour l'IRS et 78 à 82% pour l'IRE. Pourquoi? Parce que c'est un producteur qui avait pour habitude d'intervenir assez souvent contre la cicadelle. Et grâce à l'usage de seuil d'intervention, on a été capable de supprimer un grand nombre de traitements et nous n'avons eu aucun impact négatif sur la culture. Il n'y a pas eu de dégâts de cicadelle sur la culture. D'accord? Au niveau des fongicides, pareil, on a remplacé un bon nombre de mancozeb et on a eu des gains qui sont très, très intéressants. Et vous vous souvenez qu'on avait fait aussi des gains financiers intéressants sur ce site. Au niveau des défanants, pas de solution de remplacement, aucun changement. Au niveau de la capitale nationale, pareil, en 2020, le producteur a fait d'excellents, a appliqué de la même façon du côté vitrine que du côté producteur, donc il n'y a pas eu de gain. Puis en 2020, il n'y a pas eu de gain non plus au niveau des herbicides. Alors ça, c'est très, très intéressant. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de gain par rapport à 2019. Puis l'explication est très, très simple, c'est que le producteur, suite aux résultats qu'on a eu en 2019 avec le remplacement du ligneron sur le site de la vitrine, premièrement, on a eu un excellent contrôle des mauvaises herbes. En plus, le producteur s'est aperçu que ça coûtait pas mal moins cher de ne pas piquer de ligneron dans cette section-là. Donc, il a décidé de commencer déjà à faire une transition sur sa ferme et de supprimer l'usage du ligneron. Donc, en 2020, il a piqué exactement la même régie des deux côtés avec un Bondari et un supplément de métribuzine. Au niveau insecticide, maintenant, il y a eu la même régie en 2019. En 2020, il a fait des gros gains grâce au contrôle des cicadelles et à l'usage de seuil d'intervention. Et au niveau des fongicides, on a fait une bonne réduction en 2020 grâce à l'usage de Mileos. On a réduit le nombre de traitements mildiou, puis on a réduit également le nombre de traitements avec du mancozeb. Au niveau des défanants, c'est toujours la même musique. Hein. Pas de solution de remplacement, pas de changement. Capitale nationale, on a fait des gains importants dans le sillon. Et pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas d'insecticides dans le sillon sur ce site-là. Au niveau des herbicides, pareil, en 2019, on a remplacé le ligneron, ça a quand même donné des bons résultats. Puis en 2020, le producteur dans cette zone-là n'a appliqué, dans la zone vitrine, a supprimé une application avec de la métribuzine, mais il n'a pas utilisé de ligneron dans sa section à lui. Au niveau des insecticides foliaires, par contre, c'est un petit peu la spécificité. Alors, vu qu'il n'a pas traité dans le sillon,
il a été obligé de revenir plus souvent en foliaire. Par contre, d'où les augmentations de plus 63 et plus 110%. Par contre, au niveau global, si on tient compte des indices de risque des insecticides dans le sillon puis foliaire, on s'aperçoit que globalement, on a quand même réduit notre IRS de 36% et notre IRE de 24%. Donc, au global, on a quand même fait des gains au niveau de l'environnement et de la santé. Par contre, c'est un choix bien personnel. Ça implique un plus grand nombre de dépistages. Au niveau des fongicides, on a fait des gains qui sont très, très importants. Encore une fois, c'est une réussite. Et au niveau des défanants, en 2019, le producteur avait remplacé son diquat par du AIM. Il a été assez déçu par les résultats. Et en 2020, il est revenu avec du conventionnel, du diquat. Donc, au lac Saint-Jean, puis nous allons bientôt terminer. Au lac Saint-Jean, c'est pareil. Les gains ont été importants en termes d'IRS et d'IRE pour les produits appliqués à la plantation. Au niveau des herbicides, le remplacement du ligneron en 2020 a permis évidemment de faire des gains qui sont très, très importants, alors qu'en 2019, le producteur était un petit peu plus craintif, puis on avait utilisé la même régie des deux côtés. Au niveau des insecticides, pourquoi en 2019 il y a eu plus 100%? Tout simplement parce qu'il y a eu une seule application d'insecticides, puis il n'y en a pas eu dans la section producteur. En 2020, il n'y a pas eu de problème d'insectes particuliers, donc pas de traitement contre la cicadelle ou contre le doryphore. Et au niveau des fongicides, encore une fois, des gains importants, 55% en 2019 et 14% en 2020. Et au niveau des IRE, 38% et moins 8%. Donc, et au niveau des défanants, toujours la même chose. Donc, vous voyez que c'est très, très intéressant ce que nous avons obtenu comme résultat. Si on se rend à la diapositive suivante maintenant, je pense que vous avez été capable vous êtes capable parmi ces multiples chiffres de vous rendre compte qu'on a fait des gains qui sont très, très importants. Donc, la vitrine en 2019 et surtout en 2020, c'est logique, ça a été un grand succès. On a été capable de réduire de beaucoup les IRS et les IRE. On a appliqué de façon intéressante, mais de façon simple aussi, tous les principes de régie à moindre risque, de gestion intégrée des cultures. Je pense que ce que nous avons préconisé, c'est simple et abordable. Ça s'adapte, c'est quelque chose qui est adaptable pour tous les producteurs, que le cultivar soit hâtif, de mi-saison ou tardif, que ce soit des petites ou des grandes superficies, puis pour tous les types de marchés. Les producteurs, évidemment, ne sont pas tous rendus au même endroit en raison de leur spécificité de production, en raison de leur région et tout ça, mais il y a des gains à faire que le producteur soit déjà dans une logique de réduction des risques ou que le producteur ne soit pas encore tout à fait rendu là. La clé c'est un petit peu comme ça pour toutes les productions. La clé, ça va être l'accompagnement par des professionnels qui sont compétents et qui ont à cœur de produire différemment. Voilà. Donc, j'espère que ces résultats vous seront parlants, puis que vous aurez trouvé ça intéressant. Je l'espère. Il reste encore 2 années au projet. Avant de terminer, je tiens à remercier vivement, évidemment, les producteurs participants, les fermes MVG dans la Naudière, la Pensonneau et Fils à Montérégie, Pommes de terre Cardinal dans le centre du Québec, les fermes Drolet dans Portneuf, Monsieur Prémont et Fils à l'île d'Orléans et les productions des chutes au lac Saint-Jean. Je tiens à remercier aussi nos collaborateurs qui font du travail extraordinaire sur le terrain avec les prises de données, les communications. Donc, l'organisme Pleine Terre, RLIO, Monsieur Maxime Brière et tous les conseillers MAPAC sur le terrain qui participent à toutes les réunions, mais aussi aux échantillonnages lors des récoltes et aux prises de données lors de la récolte. Et merci particulier évidemment au MAPAC, au programme Prime Vert, au ministère de l'Agriculture pour la mise en place de ce projet, pour cet appel d'offres. Et c'est un projet vraiment qui, je pense, est porteur. Et évidemment, un grand merci à toute l'équipe du Ciel. C'est un projet qui est quand même compliqué et qui demande énormément de suivi. Alors, j'espère avoir pu vous avoir rendu cette présentation, certes, pleine de chiffres intéressants, et je suis prêt pour vos questions. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Merci.